Tu as accepté de répondre à quelques questions sur les maladies inflammatoires chroniques intestinales, connues sous l'acronyme des MICI. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est des maladies inflammatoires macroscopiques du tube digestif et chroniques. Elles touchent des segments du tube digestif. Donc il y a deux maladies, la maladie de Crohn, la rectocolite hémorragique. Ces deux maladies diffèrent un peu par la localisation des lésions dans l'intestin. C'est des maladies qui touchent surtout des gens jeunes, en tout cas au moment du diagnostic, mais tous les âges de la vie sont concernés. Et il y a un pic de fréquence parmi les adolescents et les adultes jeunes. Quels sont les principaux symptômes? Alors les principaux symptômes il y en a différents ordres. Il y a des symptômes digestifs, qui seront de la diarrhée, les douleurs abdominales, et les symptômes vont encore une fois dépendre de la localisation des lésions. Et puis il y a des symptômes qui peuvent être plus systémiques, comme la fatigue, de la fièvre lors des complications, des manifestations aussi qu'on qualifie d'extra-intestinales, comme si l'inflammation du tube digestif va s'exporter dans des organes comme les articulations, la peau, les yeux, parfois même les voies biliaires. Et puis c'est des maladies, à côté des symptômes, qui peuvent être responsables de complications, c'est-à-dire que cette inflammation peut détruire progressivement un segment du tube digestif, et parfois on a besoin de faire une chirurgie parce qu'il y a un segment qui a été atteint et qui est le siège de fistule ou de rétrécissement. Quelles sont les causes et les facteurs de risque des MICI? Alors, les causes sont... On sait pas mal de choses sur les mécanismes. C'est les maladies d'une part qui sont génétiques. Il y a une susceptibilité génétique. On a identifié plus de 200 gènes de susceptibilité. Mais cette susceptibilité génétique n'explique pas tout. Elle ne rend pas compte en particulier de l'augmentation de l'incidence des maladies depuis quelques décennies. Il y a une augmentation forte de l'incidence des MICI et qui ne concerne pas simplement notre pays mais qui concerne la planète entière. Et ça montre l'importance de l'environnement. Et j'aime bien qualifier ces maladies d'écologiques. Ce sont quelque part des maladies écologiques dans le sens où je crois que c'est réellement la dégradation de l'environnement qui va favoriser l'émergence de ces maladies-là. Et puis il y a un point très important, c'est le tabac dans la maladie de Crohn qui joue un rôle aggravant. Il y a plus de fumeurs parmi les patients atteints de maladie de Crohn que dans la population générale. Ça montre qu'une partie d'entre eux développent une maladie de Crohn à cause du tabac. Pas tous les patients, parce qu'il y a des gens qui sont non-fumeurs qui peuvent développer une maladie de Crohn, mais ça montre à quel point l'environnement est essentiel. Et puis à travers l'environnement, finalement, ce qui compte, c'est l'effet sur le microbiote intestinal, parce que ces maladies sont liées à un conflit entre le système de défense et les microbes. Et on ne connaît pas l'origine exacte, encore une fois, il y a les défauts de la barrière, il y a les défauts du système immunitaire, il y a les défauts aussi microbiens, et les microbes sont très très conditionnés par l'environnement. Et c'est de cette façon qu'on imagine l'effet de l'environnement sur les maladies intestinales inflammatoires. Depuis plus de 15 ans, la recherche clinique sur les MICI a connu une révolution avec la mise sur le marché de nombreuses molécules comme les anticorps monoclonaux anti-TNF. Tu peux nous développer un peu plus cet arsenal thérapeutique? Ils ont plus de 20 ans ces médicaments, l'infliximab, puis l'adalimumab qu'on avait testé au CIC dans l'étude CHARM. Donc c'est des médicaments qui ont été effectivement une révolution. Depuis, on a des nouveaux mécanismes d'action, des nouveaux anticorps monoclonaux qui ciblent d'autres cytokines associées à l'inflammation. Donc le TNF est une cytokine inflammatoire. On a fait aussi des études avec l'ustekinumab qui cible l'anticorps anti-P40. Et puis on a aussi des médicaments qui bloquent la migration des cellules immunitaires dans l'intestin, donc notamment le vedolizumab. Et puis la dernière révolution sur le plan thérapeutique, c'est l'avènement maintenant de thérapies orales. Donc on a de plus en plus de traitements qui sont un peu plus ambulatoires, plus par voie sous-cutanée. Et puis les biothérapies qui se donnent par voie orale avec des anti-JAK et des médicaments qui agissent aussi sur la migration des cellules immunitaires qui les empêchent de sortir des ganglions mésentériques. Et donc tous ces mécanismes d'action viennent renforcer un peu l'arsenal thérapeutique parce que les anti-TNF sont un progrès immense, mais une fraction des patients sont réfractaires, non répondeurs ou perdent de la réponse au cours du temps. Et la maladie semble évoluer dans le temps. Il y a des maladies dont la maladie devient de plus en plus résistante, d'où l'intérêt d'avoir plusieurs mécanismes d'action. Et puis il y a toujours un besoin de découvrir de nouvelles cibles, ce qui explique pourquoi on continue à travailler ensemble au CIC ou dans la recherche clinique. Malgré les progrès, les résistances au traitement chez certains patients persistent. On voit bien qu'il y a un besoin de découvrir de nouveaux traitements, comme l'atteste cette recherche originale que tu mets en place au CIC avec la molécule ABX464. Quelles sont les nouvelles stratégies thérapeutiques dans ce domaine? Oui, je pense que tu dis exactement le problème aujourd'hui que l'on a, c'est malgré les progrès thérapeutiques, il y a quand même un plafond qu'on n'arrive pas à dépasser en termes de rémission et on a un certain nombre de patients qui sont résistants, réfractaires au traitement ou intolérants. Et donc il y a un besoin d'identifier de nouveaux traitements qui obtiennent un meilleur taux de rémission, un meilleur contrôle de la maladie avec une bonne efficacité. Et là, le médicament qu'on va utiliser est une petite molécule qui a été étudiée dans des études de phase 2A, 2B,
qui montre des résultats intéressants dans la rectocolite hémorragique et on va tester. Donc c'est encore une fois une petite molécule qui va agir sur l'ARN et qui, c'est un médicament anti-inflammatoire qui donne de bons résultats, donc on a des espoirs. Après, il y a clairement encore un besoin d'identifier des nouveaux traitements et puis on fera probablement des progrès dans le cadre de traitements combinés à l'avenir. Mais ça c'est un sujet, en tout cas ce qui est sûr, c'est que la recherche est toujours active. Et puis il y a un autre aspect, ce qu'on essaye aussi de développer, c'est une médecine de précision. C'est-à-dire d'identifier le bon traitement pour le bon malade. Et ça, on travaille de façon active là-dessus. Mais donc toute la participation à ces études, à ces essais de phase 2B, de phase 3 ou même plus précoce est très importante parce que c'est réellement pour développer l'arsenal thérapeutique et trouver des solutions pour ceux chez lesquels la maladie reste un problème. Eh bien Mathieu, merci infiniment pour cette interview très importante merci à pour toi, notre Zineb. CIC. Au vu de la collaboration historique entre nos deux services, comme tu le sais, les essais sur les Mickey constituent un des piliers fondateurs de notre CIC depuis les années 90. Eh bien, merci infiniment pour ta fidélité. Ça a été un plaisir et je pense qu'on a réussi à construire ensemble une belle collaboration et pas uniquement. On a développé la recherche clinique et puis aussi ça nous a aidé pour le développement de la recherche translationnelle, le laboratoire INSERM. Et on ne l'oublie pas dans notre service, cette collaboration qui est effectivement fondatrice. Merci à toi. Merci.